Laurent, Ouais, qu'est-ce qu'il y a? toi qui adores faire des vidéos sur l'histoire des choses, Ouais, tu devrais faire une vidéo sur l'histoire de l'opéra. j'en connais un peu, mais peut-être pas tant que ça. T'inquiète, je te résume. Globalement, l'histoire de l'opéra, ça se résume en une seule question. Quel est le plus important? Le texte ou la musique? Et l'histoire de l'opéra, c'est tout simplement un pendule qui fait que faire ça. Touc, touc, touc. Depuis la création de la musique, il y a toujours eu du drame musical. Que ce soit les tragédies grecques qu'on jouait à l'Antiquité avec un petit peu de guitare sur le côté, ou bien encore les drames bibliques qu'on jouait dans les églises au Moyen-Âge. Mais la véritable origine et naissance de l'opéra tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça se passe au tout début du XVIIe siècle en Italie. À l'époque de Florence, grande ville de la Renaissance, on jouait des intermèdes musicaux entre tous les actes des pièces de théâtre. Des intermedi. Intermedi. Le compositeur à qui on attribue le plus souvent la création du tout premier opéra, c'est Monteverdi, en 1607, avec son Orfeo. Sauf que c'est pas vraiment vrai. C'est logique qu'il y ait confusion parce que Monteverdi, parmi tous ces compositeurs qui ont commencé un peu à créer des opéras à l'époque, Monteverdi c'est le plus célèbre. Mais le vrai gars novateur, c'est Jacopo Peri, un compositeur qui a été très connu pour ses intermedi. Il a pris des répliques de théâtre parlées et il leur a donné des notes de musique. Le récitatif. Le récitatif, c'est une révolution parce que c'est pas du texte qui est que parlé, c'est un espèce de parler chanté. C'est donc la naissance de l'opéra. Et c'est typique des idées humanistes de l'époque. Mais dis donc, Jamy, Laurent, c'est quoi les idées humanistes? C'est une période particulièrement riche. On croit en l'être humain. On veut le rendre meilleur. On voit des intellectuels qu'on appelle humanistes plonger dans l'Antiquité pour s'inspirer et lancer de nouvelles idées. Côté art, c'est la fulgurance de la peinture, avec les De Vinci, Michel-Ange, Raphaël, Masaccio, Botticelli et plein d'autres encore. Les cours italiennes accueillent les plus beaux esprits et les plus grands talents. La musique accompagne les puissants. Ici aussi, on veut créer quelque chose de neuf. On veut trancher avec la musique religieuse médiévale. L'heure est à la diversité des instruments, des voix et des harmonies. Donc au XVIIe siècle, l'opéra devient le truc à la mode. C'est l'art que tout le monde s'arrache. Et qui dit truc à la mode, dit profit. Et en général, les humains, quand il y a du profit à se faire, ils vont un peu trop loin. L'opéra baroque, c'est le royaume des castrats. C'est l'époque où des enfants à la voix chantée prometteuse se font castrer en masse dans l'espoir que leur voix d'enfant reste intacte après la puberté. Malheureusement, sur des milliers d'enfants mutilés, seulement quelques-uns obtenaient le Graal, une grande carrière dans le monde de l'opéra. Les castrats, à l'époque, c'était l'équivalent des stars d'Hollywood aujourd'hui. Les gars, ils avaient des groupies et tout, c'était un truc sérieux. Aujourd'hui, il n'existe plus de castrats, heureusement. Toutes les œuvres qui ont été écrites pour des castrats sont aujourd'hui chantées par des contre-ténors, qui sont des hommes qui continuent de travailler leur voix de fausset après leur puberté. Ou bien par des mezzos, qui sont des femmes qui ont la voix grave. Et la particularité des castrats, c'est qu'ils avaient cette voix enfantine, mais avec la capacité pulmonaire d'hommes, adultes. Ils étaient donc connus pour avoir un souffle long et une agilité sans pareil. Ce qui offre aux compositeurs de l'époque la possibilité d'écrire des opéras à rallonge avec des airs qu'on appelle da capo. Alors un air da capo, la structure est hyper simple. Tu chantes une partie A, ensuite tu chantes une partie B, qui doit être très contrasté avec la partie A. Une fois que tu as chanté la partie B, tu reviens à la partie A, mais cette fois-ci, tu l'ornementes. Comme de la broderie, tu vas venir avec ta voix ornementer sur une mélodie qui a déjà été chantée la première fois. C'est donc dans cette partie A' que les castrats pouvaient montrer toute leur virtuosité en rajoutant des ornements à foison. Et c'est grâce à ça qu'ils avaient des groupies. Donc je vous laisse imaginer la durée des opéras baroques si chaque air est en gros répété 2 fois. Là on parle beaucoup de l'Italie, mais l'opéra ne se développe pas qu'en Italie. Au même moment en France, c'est le règne d'un roi assez célèbre.
Louis XIV, on le sait, c'est le roi soleil. C'est lui qui éclaire les autres. Mais pour aider le soleil à luire, le roi va s'entourer des meilleurs artistes, comme Molière pour le théâtre, Le Nôtre pour les jardins, Lebrun pour la peinture, ou encore Levaux et Mansart pour les bâtiments. Et pour la musique, Jean-Baptiste Lully, un Italien qui va franciser son nom. Lully va réaliser ce qu'on pourrait qualifier de bande-son du règne de Louis XIV. Après Lully, le compositeur français le plus célèbre de la fin du XVIIe, début XVIIIe, c'est Rameau. Du côté des Anglais, l'opéra baroque obtient aussi quelques tubes, tout d'abord grâce à Purcell, mais les Anglais, ils ont surtout le big boss de l'opéra baroque, Handel. Alors techniquement, c'est un compositeur allemand qui débarque à Londres après avoir étudié l'opéra en Italie. Donc le gars se met à composer des opéras baroques typiques italiens, mais pour le public anglais. Rinaldo, Giulio Cesare, Rodelinda, Alcina, c'est des masterpieces qu'on joue encore aujourd'hui. Sauf que bon, au bout d'un moment, le public commence à s'ennuyer un petit peu de ces opéras qui n'en finissent pas, de ces airs hyper répétitifs, avec plein d'ornements, de fioritures, c'est sérieux, etc. On s'ennuie. Il est donc grand temps de réformer l'opéra. C'est ce que propose le compositeur Gluck. Son idée est de retrouver un langage musical simple qui est au service de la poésie et non plus au service de la vanité de l'interprète. Une simplicité pure. C'est le début de la période classique. Le 18e siècle, c'est les Lumières. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que dorénavant, ce sont les lumières de la raison qui doivent guider la société. On veut se défaire des superstitions et de toutes les croyances qui éloignent l'être humain de sa raison. Des philosophes comme Diderot, Montesquieu, Rousseau ou Voltaire réfléchissent sur la condition de l'être humain et entendent lui donner les moyens de se dépasser. Pour Diderot et d'Alembert, ce sera l'immense projet de l'encyclopédie. Pour Rousseau, le contrat social et l'Émile. Tandis que pour Voltaire, ça va être, entre autres, le traité de la tolérance. Psst, Laurent, là on arrive au moment de la vidéo où tu devrais reconnaître pas mal d'extraits. Tu dis ça parce que ça arrive à la période de Mozart? Exactement. Mozart a complètement bouleversé le monde de l'opéra et le monde de la musique classique de façon générale. C'est mon chouchou, je l'adore. Alors, tout le monde sait que Mozart était un enfant prodige et à 12 ans, il compose ses premiers opéras. Le truc des compositeurs à l'époque, c'est que pour pouvoir gagner sa vie en écrivant de la musique, t'étais obligé de travailler pour des gens puissants. Du coup, il part un peu partout en Europe pour chercher du taf et il finit par atterrir à Vienne. Le premier opéra qu'il compose pour l'empereur, c'est L'Enlèvement au sérail. L'empereur lui demande un opéra en allemand. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, tout le monde écrivait des opéras en italien. En parlant d'italien, en 1783, Mozart rencontre le librettiste Lorenzo da Ponte. Et ensemble, tel le duo iconique qu'ils sont, ils vont créer 3 chefs-d'œuvre. Un librettiste, c'est celui qui écrit le livret, c'est-à-dire c'est celui qui écrit les paroles, les répliques de l'opéra. La première collaboration entre Mozart et Da Ponte, c'est Les Noces de Figaro. Mozart se surpasse dans sa composition et offre au chanteur de la musique absolument sublime. Mais là où Les Noces de Figaro va vraiment révolutionner le genre de l'opéra, c'est dans les scènes d'ensemble. Dans certains passages des Noces de Figaro, tu peux avoir jusqu'à 8 personnages qui chantent tous des mots différents ensemble pendant plus de 15 minutes. Dit comme ça, tu pourrais te dire mais c'est une cacophonie pas possible, alors qu'en fait pas du tout. C'est les moments les plus beaux de l'opéra. Ces grandes scènes d'ensemble sont la toute première révolution mozartienne pour le genre de l'opéra. Sa deuxième révolution absolue, c'est quand il écrit son deuxième chef-d'œuvre avec Lorenzo da Ponte, Don Giovanni. Et au-delà de la musique qui est absolument Don Giovanni, la vraie révolution de cet opéra, c'est le fin mélange entre le comique et le drame. À l'opéra, il n'y avait que 2 catégories. Soit t'écrivais un opéra sérieux, tragique, dramatique, soit t'écrivais un opéra buffa, donc un opéra comique marrant. Mozart et Da Ponte créaient le dramma giocoso, le drame joyeux. Et leur toute dernière collaboration est un autre drame joyeux, c'est Così fan tutte. Si tu es intéressé et que tu veux regarder ces 3 opéras de Mozart et Da Ponte, ils sont disponibles sur
Opéra Vision, le partenaire de cette vidéo. Opéra Vision, on ne les présente plus, c'est la plateforme de streaming gratuite dédiée à l'opéra. Que ce soit sur leur site ou bien sur leur chaîne YouTube, tu as accès à des centaines d'opéras de façon complètement gratuite. Leur catalogue va du XVIIe siècle à aujourd'hui et il se renouvelle constamment parce qu'ils streament au moins un nouveau spectacle par semaine. En plus de ces spectacles, Opéra Vision te propose des vidéos des coulisses, des documentaires, des interviews, des je te résume, oui, et bien plus encore. Toutes les vidéos et les streams sont sous-titrés en français, qu'importe la langue de l'opéra. N'hésite pas à leur donner du soutien, à t'abonner à leur chaîne YouTube et à leur newsletter pour ne rater aucune de leurs publications. Ils font un taf incroyable pour le monde de l'opéra et surtout pour les jeunes artistes et ils m'ont accompagné dans beaucoup de mes projets. Donc pour ça, merci Opéra Vision. Allez, on retourne voir Mozart. En 1791, pendant la toute dernière année de sa vie, Mozart va écrire ses 2 derniers opéras. Il commence à travailler sur La Flûte enchantée, qui est son opéra le plus célèbre. Mais alors qu'il se lance dans ce projet à la base pour aider un pote qui travaillait au théâtre populaire, il reçoit une commande de la part de la cour de Vienne. Et vu que le théâtre populaire, ça paie pas trop, il décide de mettre en pause La Flûte enchantée et d'écrire en quelques mois seulement un de ses plus beaux opéras, La Clémence de Titus. Après avoir terminé cet opéra, Mozart se met à écrire son Requiem. Et l'ironie du sort veut qu'il ait commencé à écrire cette messe pour les morts alors qu'il vivait ses dernières heures. Il n'a donc jamais achevé son Requiem. Wolfgang Amadeus Mozart est donc mort à 35 ans et on ne peut qu'imaginer ce qu'il aurait écrit s'il avait vécu un peu plus longtemps. Pardon de t'interrompre, mais on est qu'en 1791. On devrait avancer, non? C'est pour ça que dans le titre de la vidéo, juste en dessous, il y a écrit épisode 1. La suite dans le prochain épisode donc.